Je pense qu'en tant que milléniaux et centennials, nous devrions particulièrement réfléchir au concept de décentralisation. Le domaine numérique est en fait très ouvert à cela. Nous pouvons demander n'importe quoi à une nation entière en 30 minutes, peut-être. Donc l'idée de décentraliser le pouvoir et d'intégrer la coopération pour des objectifs communs est exactement le but. En fait, en termes de philosophie, c'est aussi le point de l'anarchisme. Parce que parfois, les gens pensent que l'anarchisme est un chaos total et une violence absolue. Mais c'est quelque chose de très différent. Bonjour à tous, ici Pascal des études de neutralité, et aujourd'hui je parle avec l'auteur, activiste et cinéaste Saúl Alvidrez. Né et élevé au Mexique, Saúl a entrepris un voyage à travers l'Amérique du Sud à l'âge de 24 ans, au cours duquel il a non seulement beaucoup réfléchi au monde, mais a également rencontré deux personnages fantastiques et fascinants, Noam Chomsky et José Mujica. L'un étant, bien sûr, le grand intellectuel américain, l'autre, un ancien président de l'Uruguay. Pour donner un sens à cela et à ses expériences, il a écrit un livre fascinant intitulé Chomsky et Mujica, survivre au XXIe siècle. C'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Alors Saúl, bienvenue. Salut, Pascal. Merci beaucoup pour l'invitation d'être ici. Je suis très heureux d'entendre votre histoire, parce que vous avez écrit ce livre fantastique, qui a maintenant été traduit en plusieurs langues. En allemand, il est maintenant publié par la maison d'édition West End, n'est-ce pas? Il existe, m'avez-vous dit, en italien, portugais, espagnol, bien sûr, et anglais. Et vous avez rencontré ces deux personnages et les avez entremêlés avec votre propre histoire, en apprenant sur le monde. Pouvez-vous nous parler un peu des deux protagonistes et bien sûr de la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre? Bien sûr. Eh bien, permettez-moi de commencer par la deuxième question. J'ai commencé ce genre de recherche pour moi-même à cause d'une situation politique très difficile que j'ai vécue en 2012 ici au Mexique. Après cela, les choses au Mexique sont devenues très difficiles politiquement pour moi. Alors j'ai décidé de voyager vers le sud, en Amérique du Sud. J'y suis resté presque 6 ans, pendant toute la présidence d'Enrique Peña Nieto. J'ai ressenti une urgence intérieure d'étudier beaucoup, et à travers cette expérience, j'ai fini par beaucoup étudier, en particulier sur Noam Chomsky et Pepe Mujica. Je les connaissais déjà, mais je ne les avais jamais vraiment étudiés, ni accordé suffisamment de temps. D'ailleurs, j'ai également été très inspiré par une troisième personne, Julian Assange. Je suis donc allé en Amérique du Sud, comme je l'ai dit, pour étudier beaucoup et aussi essayer de trouver des réponses à certaines questions que j'avais. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu cette expérience politique au Mexique en tant qu'étudiant manifestant à l'université. Je suis donc allé en Amérique du Sud pour m'interroger sur les problèmes, surtout ceux de ma génération. Depuis, je suis un peu inquiet de l'idée que nous faisons face, ou que nous ferons face, ou aurons entre nos mains, au moment le plus dangereux de l'histoire humaine. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il ne s'est jamais produit auparavant que nous ayons devant nous et entre nos mains non seulement une menace de catastrophe totale ou d'effondrement de la civilisation, qui est celle nucléaire. C'est aussi l'écologique, et peut-être aussi un troisième qui pourrait être des perturbations technologiques, de manière que nous ne pouvons même pas imaginer en ce moment. Donc, avec cette inquiétude dans ma tête et dans mon cœur, j'étudiais beaucoup. Et j'ai découvert que Noam Chomsky et Pepe Mujica avaient des similitudes et des caractéristiques très particulières, et surtout l'idée qu'ils disaient des choses que, malgré le fait que tous deux sont des figures très importantes de la gauche politique internationale, je n'avais jamais entendu auparavant.
Certaines de leurs critiques ou points sur la démocratie étaient des choses que je n'avais jamais entendues auparavant, pas de la part d'un autre politicien traditionnel. Et c'était l'idée que voter une fois tous les 4 ou 6 ans pour ceux qui décident de tout le reste n'est pas une démocratie. C'est quelque chose de très stupide à croire. Et c'est pourquoi Pepe, en particulier, est très cohérent en disant que nous devrions relancer la démocratie des Grecs à l'époque athénienne. Donc, eh bien, j'ai trouvé cette coïncidence dans leur discours. Et j'ai aussi réalisé qu'ils n'avaient jamais été ensemble auparavant. Alors j'ai pensé que ce serait incroyable. Et je ne sais pas, cela a grandi en moi. L'idée, ou pour être très mignon, c'est ce qui se passerait si nous pouvions réunir ces gars incroyables que j'admirais le plus. C'est comme ça que ça commence. Oui. Et comment les avez-vous réunis? Je veux dire, Chomsky est bien sûr aux États-Unis, et José Mujica, je suppose, était en Uruguay. Je veux dire, comment avez-vous fait pour les connaître? Et ensuite, vous les avez réellement réunis physiquement, n'est-ce pas? Et puis, vous avez eu des discussions. Comment cela s'est-il passé? Cela a été une expérience incroyable. Tout a commencé au début de 2017 ou 2016. Je vivais alors en Équateur et j'étais très enthousiaste à l'idée de réunir ces deux figures. Alors, comment pourrais-je les contacter? La première chose que j'ai faite a été de visiter le site web du MIT et il y avait l'adresse email de Noam Chomsky. Je lui ai donc écrit et à ma grande surprise, je ne sais pas si c'était le lendemain ou moins de 48 heures plus tard, j'ai eu sa réponse et j'étais bien sûr stupéfait. Nous avons donc commencé à avoir des échanges par email en parlant surtout de mon expérience politique en 2012 dans Yosoy 132, un mouvement politique dans lequel j'étais impliqué, et la raison pour laquelle j'ai dû quitter le pays. Et en même temps, j'essayais aussi de contacter Mujica, mais c'était un cas très différent. Je n'avais pas réussi à le joindre, pas avant d'aller rendre visite à Noam Chomsky. Donc, après 6 mois de correspondance avec Noam Chomsky, je suis allé au MIT et j'ai eu l'occasion de parler avec lui. J'ai d'abord parlé d'un projet de communication qui a un aspect très politique, dont je parle d'ailleurs dans le livre, qui est la communication articulatoire. C'est en quelque sorte la direction de certains développements et recherches sur les technologies numériques, afin de rassembler les gens pour s'informer et décider ensemble. Quoi qu'il en soit, je lui ai parlé de ce projet. Le fait qu'il était aussi avec Pepe, les deux gars que j'admire le plus, et que j'ai eu l'idée de les réunir dans un documentaire. Et il a dit très volontiers, oui, bien sûr. Et laissez-moi vous dire pourquoi je crois qu'il a immédiatement dit oui. Parce que lui et Pepe, et maintenant je vais vous dire comment tout a commencé avec Pepe. Avant que je ne les approche, ils se connaissaient déjà, bien sûr, pas personnellement, mais ils avaient une admiration mutuelle, définitivement. Et c'était une chose très importante pour qu'ils se réunissent. Donc je suis retourné en Équateur en août, et depuis, j'ai aussi essayé de joindre Pepe. C'était presque impossible. Mais finalement, je suis retourné en Équateur. J'ai trouvé un ami de Mujica, en fait de Lucia, elle est sa femme. Et je lui ai dit, écoute, j'ai essayé de joindre Pepe sans succès. J'étais avec Noam Chomsky en ce moment. Il m'a dit qu'il aimerait rencontrer Pepe et développer ce documentaire. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, il a composé un numéro et m'a passé le téléphone, et à ma surprise, c'était Lucia Topolansky, parce que j'ai reconnu sa voix, tu sais. Alors salut Lucia, c'est Saoul. Je lui ai parlé de tout ce qui s'est passé là-bas au MIT avec Chomsky, et 2 mois plus tard, non, un peu plus, le 12 janvier 2017, je suis allé rendre visite à Mujica.
Et encore une fois, je lui ai parlé de mon projet de communication. Je lui ai dit à quel point je l'admire, lui et Noam Chomsky, mais aussi combien ils m'ont donné, surtout quand je traversais une période très difficile de ma vie, pour savoir exactement quelle est ma raison ou mon but dans la vie. C'était donc en quelque sorte non seulement une recherche politique, mais aussi philosophique. C'est pourquoi. J'ai donc parlé pendant environ 2 heures et demie avec Pepe, une conversation incroyable. Il est très drôle, il est incroyable. Aussi Noam. Et je lui ai parlé du documentaire. Il a dit oui, et en juillet 2017, Noam Chomsky et Lucia Topolansky, sa femme, sont allés rendre visite à Pepe Mujica et Lucia pour passer un week-end ensemble en Uruguay. Et c'est ainsi que tout le projet a commencé. Le projet de développement du documentaire que nous terminerons à la fin de cette année, et le livre qui était en quelque sorte un aperçu sorti en 2023. Dans le documentaire, je n'ai aucune participation en première personne. Je veux dire, je ne participe pas réellement au documentaire. Je veux dire, l'écran, bien sûr. Mais dans le livre, j'ai trouvé l'opportunité de partager un peu plus, non seulement sur ce que j'ai appris et vu en rencontrant ces gars incroyables et en les réunissant, mais aussi pourquoi. Parce que comme je vous l'ai dit au début, tout tourne autour, je veux dire, dans mes préoccupations, de l'idée de ma génération et de la responsabilité de ma génération. Et j'ai pensé que s'ils étaient capables de me donner autant pour trouver ou redéfinir mon but dans la vie et pour me sentir à nouveau fort, peut-être qu'ils pourraient le faire avec beaucoup d'autres milléniaux et centennials. Donc, j'ai pensé que l'idée du documentaire pourrait être le meilleur moyen, si vous voulez, de le partager avec le monde. Et nous travaillons dans ce sens. C'est fascinant comment vous avez réussi à faire cela. Enfin, vous savez, juste comment vous l'avez fait. Mais l'autre chose aussi, c'est que vous vouliez bien sûr leur contribution, n'est-ce pas? Et vous vouliez les rassembler pour voir le feu d'artifice d'activité intellectuelle, d'une conversation intellectuelle entre ces deux personnages. Et ils font partie, tout comme vous et moi, de la gauche, n'est-ce pas? Ou ce que nous définissons comme la gauche, comme le, vous savez, social, pas social. Comment définissons-nous cette partie de la gauche? Une sorte de justice pour les différentes couches de la société. Et nous voulons prendre soin des gens. Nous voulons nous assurer que nous prospérons et survivons ensemble, que nous réussissons et que nous avons aussi la paix. Ce genre d'approche humaniste de la façon dont la société devrait être, par opposition à ce qu'elle est, et comment nous nous détruisons et détruisons notre environnement. Qu'avez-vous appris d'eux? Quelle direction le documentaire et votre livre prennent-ils ensuite? D'accord. Laissez-moi vous donner 3 réponses en essayant de résumer ce que je crois être l'idée principale de Norm, de Pepe et ce que j'ai appris. Comme je vous le disais, j'essayais de comprendre le rôle en particulier, mon rôle particulier en tant que membre de cette génération. Ce que j'ai appris pour ma génération, ce serait la 3e question. Au début, et encore une fois, c'est mon opinion. Si je devais choisir une seule phrase ou une seule idée de Pepe Mujica, ce serait « Le seul succès est de se relever une fois que l'on tombe, car à la fin, on trouve toujours la mort. » Donc l'idée de succès chez Pepe, qui, souvenez-vous, était dans la guérilla des Tupamaros. Il a passé plus de 15 ans en prison, il s'est échappé 2 fois, il avait 6 blessures par balle, puis, quand il est devenu président, il a maîtrisé l'art de se relever. Et c'est l'idée principale de Pepe. Le succès, c'est de se relever après être tombé. Et l'idée principale de Chomsky, encore une fois, ce n'est que mon opinion, est de penser par soi-même, penser par vous-même. Je crois que cela peut sembler très large ou général, mais quand on comprend l'ensemble de l'œuvre de Chomsky, je crois que c'est quelque chose qui le place au centre. Très bien.
Et pour ma génération, et peut-être pour l'ensemble de l'espèce ou de la civilisation, pour les 10 ou 20 prochaines années, que je crois être les décennies les plus dangereuses de l'histoire humaine, c'est l'idée de comprendre et de travailler pour transférer le pouvoir de décision directement au peuple. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, l'idée de la démocratie, qui est actuellement de voter, d'aller voter pour quelqu'un tous les 4 ou 6 ans, et ensuite cet homme ou cette femme décidera de tout le reste. Décider que quelqu'un décidera toujours pour moi n'est pas décider du tout. Et croire que c'est la démocratie n'est pas seulement stupide, mais très dangereux, car le blocage ou la résistance la plus importante contre ces menaces d'effondrement de la civilisation, qui sont nucléaires, environnementales et technologiques, est en réalité la démocratie. Le problème actuellement est que ce n'est pas une démocratie, c'est une plutocratie. Le problème est que si peu de personnes prennent toutes les décisions pour l'ensemble de l'espèce humaine. Et ces personnes, bien sûr, décident en fonction de leurs perspectives, besoins et intérêts individuels. En laissant de côté des choses très importantes comme l'air pur ou l'eau propre ou des choses de base comme ça. Donc ce n'est pas que l'humanité n'est pas durable, c'est la domination qui n'est pas durable. Et particulièrement en ce moment, avec cette révolution technologique, ces élites acquièrent des capacités de contrôle matériel et technique qui n'ont jamais été même pensables ou imaginées. Donc nous allons, je crois, très rapidement vers un effondrement global en termes de ces menaces, mais aussi vers un nouveau type de domination, une domination high-tech. Et l'autre chemin, parce que je crois qu'il y a tant de routes, et cela est complètement insoutenable, est d'embrasser, je dirais, même la philosophie anarchiste et la philosophie socialiste libertaire, qui n'a rien à voir avec le libertarianisme de Millet. C'est très différent. Mais à gauche, cela signifie que nous sommes les maîtres de nos propres vies en participant à la prise de décision de tout ce qui nous concerne, l'intérêt public. Donc je crois que pour ma génération, c'est l'idée principale. Nous devons transformer cette plutocratie en une véritable démocratie. À quoi ressemblera une véritable démocratie au XXIe siècle est une réponse que je crois que personne n'a. C'est quelque chose que nous devons développer. Et quand je dis transférer le pouvoir et la prise de décision au peuple, bien sûr, je ne dis pas que tout doit être fait pour demain. Cela doit être un processus. Mais je crois que c'est le sens. Un des aspects importants du discours actuel sur la démocratie, qui, à mon avis, fait défaut, est que, bien sûr, la démocratie est plus que le vote. Un pilier très important est la séparation des pouvoirs, le fait que vous prenez et distribuez le pouvoir sur différentes branches et les faites ensuite s'opposer les unes aux autres. C'est assez important. Une autre chose est que vous avez également la possibilité de voter sur des questions. Actuellement, nous votons pour des personnes, n'est-ce pas? Ce sont les démocraties parlementaires ou les démocraties présidentielles. En gros, tous les 4 ans, on vous demande d'élire une figure de proue, soit pour votre district, soit pour votre pays, parfois les deux. Ensuite, ces personnes peuvent en faire ce qu'elles veulent. Et les autres parties de la société, disons les dirigeants d'entreprise, n'ont absolument aucun mot à dire. C'est le capitalisme en action. La Suisse, par exemple, mon pays, a un modèle de démocratie directe où les gens peuvent créer des lois constitutionnelles qu'ils aimeraient voir adoptées. Et ensuite, il faut demander à tout le monde et convaincre tout le monde. Si vous obtenez plus de 50%, alors vous pouvez l'avoir. Cela n'élimine pas non plus le problème qu'il s'agit toujours d'une dictature de la majorité à 50%. Mais c'est un processus de prise de décision un peu plus distribué concernant les lois, vous savez, les règles par lesquelles nous devons vivre. Est-ce à cela que vous pensez, comme une démocratie plus directe dans le monde?
ou pensez-vous de manière anarchiste à se débarrasser des règles autant que possible? Eh bien, l'anarchisme est très difficile à utiliser comme terme parce qu'il est très large et a été façonné par tout. Donc, en un sens, cela ne signifie rien. Mais je vois l'anarchisme davantage comme une philosophie en opposition à l'autorité, pas comme un système politique. Mais oui, je crois que nous devrions explorer à nouveau parce que personne n'a le design parfait du système ultime. Nous devons découvrir et essayer certaines choses. Bien sûr, le modèle suisse est quelque chose dont nous devons tous apprendre. Et bien sûr, le modèle dans votre pays pourrait être amélioré. Et le pouvoir de décision peut être élargi au peuple de nombreuses manières que votre pays ne fait peut-être pas actuellement. Il ne s'agit donc pas de rendre le gouvernement partout dans le monde, comme la Suisse, mais peut-être de commencer à essayer des choses comme ça. Et cela relève du domaine politique. Mais parlons par exemple du domaine économique, en termes de production. Je crois que nous devrions également explorer et améliorer notre façon de travailler avec les coopératives et les entreprises, car c'est un modèle de production qui embrasse l'idée que tout le monde doit participer aux choses qui affectent réellement tout le monde. Vous travaillez vous-même sur le projet, bien sûr, de transformer ce livre en film, en documentaire, sur lequel vous travaillez depuis de nombreuses années. Et une partie de cela est que vous avez travaillé avec une initiative de financement participatif qui, soit dit en passant, sera liée dans la description. Et ce sont des germes, n'est-ce pas, de nouvelles façons de financer des projets, de nouvelles façons de coopérer et de se rapprocher de personnes que vous ne connaissez pas vous-même, mais qui peuvent lire à votre sujet, qui peuvent s'engager. Sont-ce des germes ou des débuts de façon de nous structurer différemment, qui sont plus démocratiques, en ce sens? Et c'est en fait un Kickstarter. C'est un excellent exemple parce que je pense que, surtout en tant que milléniaux et centennials, nous devrions réfléchir au concept de décentralisation. Et le domaine numérique est en fait très ouvert à cela. Nous pouvons demander n'importe quoi à une nation entière en 30 minutes peut-être. Donc l'idée de décentraliser le pouvoir et d'intégrer la coopération pour des objectifs communs est exactement le but. En fait, en termes de philosophie, c'est aussi le point de l'anarchisme. Parce que parfois, les gens pensent que l'anarchisme est un chaos total et une violence absolue. Non, c'est quelque chose de très différent. Comment pensez-vous que des personnes comme Chomsky et Mujica, qui ont traversé tant de choses dans leur vie, ils sont tous les deux? Je veux dire, Chomsky a dans les 90 ans, n'est-ce pas? Il y a même eu un article récemment disant qu'il était mort, mais c'était une fausse nouvelle. Il est toujours vivant alors que nous parlons le 1er avril 2025. Mais il a 95 ans. Et Mujica est aussi dans la fin de ses 80 ans, ou début de ses 90 ans, n'est-ce pas? And Mujica is also in his late 80s or early 90s, right? Yeah. Mujica is turning 90. In your experience with them, Dans votre expérience avec eux, et en considérant l'idée que vous êtes un millénaire et que les milléniaux ont leur propre identité distincte, comment avez-vous vécu ces personnes de cette autre génération? En quoi diffèrent-ils, selon vous, des milléniaux? Eh bien, tout d'abord, quelque chose de très intéressant à propos de Chomsky et Pepe Mujica est que, malgré leur âge, ils sont très informés sur ce qui se passe. Par exemple,
Pepe m'a dit, je n'ai pas d'email et je ne participe pas ou je ne fais pas partie du monde numérique, mais je suis très conscient des conséquences et des possibilités que cela ouvre. Donc, malgré leur âge, ils sont très ingénieux en termes de connaissances et de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, oui, ils ont définitivement, je crois que Noam et Pepe représentent en quelque sorte la gauche de la gauche, en termes de leur philosophie et de leur approche des choses. Et je crois que cette gauche de la gauche est quelque chose qui, en termes historiques, est très éloigné de nous. Parce que ces idées dont nous parlons en ce moment, de la première moitié du siècle dernier, n'étaient pas là. Elles étaient débattues de cette manière. Mais maintenant, surtout dans ma génération, les centennials, ils ne les connaissent pas. Ils ne réalisent même pas le fait qu'il est absurde d'appeler ce que nous avons une démocratie. Et je crois qu'ils représentent ces vieilles idées. Mais au final, pour nous les millennials et les centennials, c'est ce que je crois que nous devons récupérer. Donc oui, ils viennent définitivement d'époques différentes, mais ils représentent, je crois, l'une des principales choses que nous devons récupérer pour survivre au XXIe siècle. Je suis d'accord avec vous. Je veux dire, nous luttons constamment avec cela, n'est-ce pas? Chaque génération doit toujours faire face au fait qu'elle perd les connaissances et la sagesse des générations précédentes. C'est comme un pare-feu qui nous traverse. Et bien que nous ayons des connaissances livresques à ce sujet, nous n'en avons pas l'expérience directe, n'est-ce pas? Vous et moi, nous ne savons pas ce que 1968-1969 ressentait, ce que le mouvement ressentait. Nous pouvons simplement dire que ce que nous avons maintenant ne peut en aucun cas être similaire à ce que nous avions à l'époque. De plus, le mouvement anti-guerre et ainsi de suite, la façon dont nous lisons à ce sujet, mais des gens comme Chomsky et Mujica l'ont vécu. Comment pensez-vous que nous pouvons préserver une partie de ce qui nous est enlevé en ce moment, simplement à travers les ravages du temps? Tout d'abord, je pense que nous devons réaliser que si nous nous approchons de temps très difficiles, nous devrons peut-être être, en tant qu'espèce, plus sages que jamais. Nous devons donc avoir les yeux bien ouverts et aussi la tête pour essayer d'atteindre à temps ces expériences qui seront vitales pour survivre au XXIe siècle. Je le crois en général, mais en particulier pour ceux qui ont des intérêts politiques ou malgré toute perspective idéologique ou more, mais quelqu'un qui est humainement préoccupé par l'avenir. Je pense que nous devons non seulement apprendre et revoir l'histoire nous-mêmes, mais aussi la partager avec le monde. Nous devons discuter de nombreuses choses, car en ce moment, regardez simplement les campagnes qui viennent de se dérouler aux États-Unis. Tout tournait autour, et je ne dis pas que ce ne sont pas des questions importantes. Non, bien sûr que non. Mais tout tourne autour des minorités trans, de la migration, des armes parfois, et c'est tout. C'est la différence entre les républicains et les démocrates. Je pense que nous devons discuter massivement d'autres sujets, en particulier comment nous gérons le pouvoir et qui détient le pouvoir. Et peut-être lié à ce besoin de discussion est la question de savoir comment vous, Chomsky et Mujica, percevez le rôle de la propagande et de la gestion des discussions. Chomsky, avec Herman bien sûr, a écrit ce livre fondamental sur la fabrication du consentement. Est-ce quelque chose qui revient encore dans ces discussions avec Mujica, sur la manière dont les sociétés sont également poussées par des récits biaisés vers des développements positifs ou négatifs? Oui, et en particulier, comme vous le savez, ce travail de Chomsky date de la fin des années 70, 68 ou 69. Eh bien sûr, c'est un sujet très important. Chomsky en a parlé à la lumière de cette nouvelle révolution technologique.
Ainsi, Pepe et Chomsky ont continué à discuter des dangers que la technologie pose en termes de contrôle massif des gens, surtout à travers les technologies numériques. Mais Chomsky a également dit que nous devrions prendre en compte que ce n'est pas que la technologie est mauvaise en soi. La technologie, a-t-il dit, est comme un marteau. Vous pouvez utiliser un marteau pour fracasser la tête de quelqu'un, ou vous pouvez l'utiliser pour construire une maison. Le marteau s'en moque. Donc, le point principal, en particulier en termes de propagande et de contrôle, avec cette nouvelle technologie que nous avons, est de réaliser que nous, surtout à gauche, avons la responsabilité d'empêcher ces situations nuisibles de devenir réalité. Ce que nous devrions faire, c'est en fait utiliser la technologie, encore une fois, en revenant à Kickstarter, pour développer de nouvelles façons de collaborer de manière décentralisée avec la participation collective et volontaire des gens, en réfléchissant et en passant à l'action sur la manière de résoudre nos propres problèmes. C'est un bon point. Voyez-vous une manière dont cette manipulation narrative peut également être utilisée pour améliorer la situation au XXIe siècle? Comme comment nous pouvons créer des récits positifs et donner du pouvoir aux gens, au lieu de créer ceux qui les enferment dans de petites cages. Oui, mais je veux dire, c'est l'idée. Le truc, c'est que quelque chose que Pepe disait souvent, c'est l'idée d'essayer de travailler avec des gens qui pensent comme vous ou qui ont des similitudes pour développer des groupes. Je veux dire, nous devrions agir, mais nous devrions agir ensemble. En ce moment, un problème très profond que je trouve dans la gauche politique, partout au Mexique et partout dans le monde, c'est le fait que tout le monde est préoccupé par le fait de gagner les prochaines élections et d'essayer de rester au milieu entre les forces économiques et l'électorat, mais sans penser à être un citoyen du monde. Parce que si les politiciens pensaient en tant que citoyens du monde, par nécessité, nous essaierions de réparer et de développer un nouveau système. Et par définition, ils devraient être plus radicaux. Mais nous ne voyons pas cela. Ce que nous voyons, c'est que la radicalisation est à droite. Pourquoi? Parce que tout le système dans lequel nous vivons depuis 40 ans, le néolibéralisme et la mondialisation, s'effondrent. Et l'extrême droite saisit cette opportunité. Mais je crois que la gauche ne le fait pas. En général, pensez-vous que la gauche en Europe est plus ou moins morte, du moins la gauche traditionnelle? Les sociodémocrates en Suisse, en Allemagne et des partis similaires dans toute l'Europe sont plus ou moins morts, du moins en termes de ces idéologies fondamentales, de pacifisme et peut-être d'un certain anarchisme radical, comme la manière d'essayer de rendre le monde meilleur. Une grande partie de cela a disparu. Cela existe encore dans certaines marges, dans des partis plus petits comme la gauche. Même eux, dans une certaine mesure, en Allemagne ont disparu. Il y a des partis plus petits qui ont cela, mais le principal parti a disparu. Qu'en est-il de l'Amérique du Sud? Existe-t-il encore un véritable mouvement socialiste de gauche dont on peut parler? Ou est-ce aussi quelque chose de la génération de Chomsky? Je crois que c'est un courant de gauche différent de celui en Europe et certainement différent de celui au Canada et aux États-Unis, bien sûr. Je ne dirais pas du tout que c'est idéal, mais je dirais, non pas parce que je suis latino-américain, que, au XXIe siècle, les développements les plus intéressants de la gauche se sont produits ici, en Amérique latine. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire et à améliorer. Et je crois que l'Amérique latine est une terre fertile pour développer et reconstruire, non pas nécessairement le discours anarchiste, mais une version plus attrayante et actualisée.
Je pense que nous pouvons actualiser ces idées avec les circonstances technologiques et même avec certaines tendances, comme par exemple la blockchain et l'idée de décentralisation. La blockchain a permis de diffuser une conscience politique à des personnes qui ne la recherchaient pas, et elles l'adoptent. Je ne dis pas que ce sont des personnes de gauche, la gauche politique, pas du tout, ou peut-être pas nécessairement, mais cela pourrait l'être. Cependant, je crois qu'il existe de nombreuses façons d'aller plus loin dans ce sens. C'est intéressant pour moi, parce que la question de la blockchain, ou aussi des crypto-monnaies et de toutes ces technologies qui sont décentralisées et qui sont en quelque sorte retirées de l'État, sont populaires, d'une part auprès de la gauche radicale, mais d'autre part également auprès des libertariens radicaux, qui ont tendance à être, vous savez, des libertariens de droite, n'est-ce pas, qui sont comme aucun contrôle de l'État du tout, les marchés libres au-dessus de tout, et un contrôle total au marché libre, puis la logique du monopole et de l'oligopole. Comment comprenez-vous cela? How do you make sense of this? Je crois que cela a à voir avec ce dont nous parlions plus tôt. En ce moment, tout le monde au centre, à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, nous assistons à l'effondrement d'un système et à l'émergence d'un nouveau modèle. Du moins, je ne sais pas si c'est le système, mais au moins, l'ordre mondial change beaucoup. Je crois que nous passons de l'hégémonie américaine ou d'un monde unipolaire à un monde multipolaire dans lequel tout revient au nationalisme. Permettez-moi peut-être de poser la question d'une autre manière. Puisque nous assistons à l'effondrement d'une certaine structure mondiale, celle que nous avions l'habitude de suivre, ainsi que des idées de mondialisation que nous avions l'habitude de suivre, et nous voyons émerger de nouvelles structures, notamment en Amérique du Sud, qui s'intègrent beaucoup avec les BRICS, n'est-ce pas? Et ce nouveau club de pays, et cette nouvelle façon de faire les choses. Et cette nouvelle voie, dans une large mesure, est aussi une voie de gauche. Je veux dire, n'oublions pas que la Chine est toujours un pays communiste, bien qu'elle fonctionne comme une économie de marché. Et la présidente de la Banque des BRICS est Dilma Rousseff, l'ancienne dirigeante de gauche du Brésil. Est-ce aussi une nouvelle forme de politique mondiale de gauche, une internationale de gauche que nous voyons émerger, ou vais-je trop loin? Non, je crois que la gauche a un rôle très important, comme vous le décrivez. Mais je dirais que plus que la gauche, c'est le Sud global pour moi. Et je crois qu'en raison de la situation historique actuelle du Sud global, nous devons adopter de nombreuses tactiques ou idées de gauche pour affronter le Nord. Et je crois qu'il y a là une énorme opportunité. Néanmoins, par exemple, vous avez mentionné la Chine. La Chine fait de grands progrès dans de nombreux domaines. En fait, à l'international, je crois qu'ils sont moins impérialistes que les États-Unis. Et ils ont des choses très intéressantes. Mais tout le pouvoir et la manière centralisée de leur structure n'est pas exactement ce que nous devrions rechercher, je crois. Mais encore une fois, nous devons découvrir et essayer de nouvelles choses. Mais le problème est que ce dont nous discutons actuellement, l'idée d'une démocratie dans laquelle nous participons réellement, n'est pas du tout dans le banc. Oui, nous traversons toutes ces discussions mondiales, cependant. Comment fonctionne la démocratie à l'intérieur? Comment devrait-elle fonctionner? Et curieusement, les personnes qui crient « démocratie, démocratie » le plus fort sont souvent celles qui la sapent. Si vous regardez ce qui s'est passé récemment en Roumanie, et si vous regardez ce qui se passe maintenant en France, où le leader du plus grand parti, même si c'est un parti de droite, est maintenant interdit de se présenter aux élections présidentielles. Cela est fait par les personnes qui disent que nous devons défendre la démocratie.
by the people who say like we need to defend democracy. At the same time, the country most En même temps, le pays le plus critiqué pour être antidémocratique, la Chine, est celui qui ne cesse de dire aux Nations Unies que nous devons être plus démocratiques. Nous ne devrions pas interférer dans les affaires des uns et des autres. Donc nous avons évidemment des idées différentes. Beaucoup de gens me disent, Pascal, arrête de parler de gauche et de droite. Ces deux catégories n'ont aucun sens. Et je suis d'accord dans une certaine mesure. D'un autre côté, nous devons encore donner un sens au monde, et nous devons d'une manière ou d'une autre compartimenter les choses. Pensez-vous que nous traversons une révolution dans notre façon de penser, les forces qui nous poussent et nous tirent à l'intérieur et à l'extérieur en politique? Je crois, malheureusement, que nous ne vivons pas nécessairement une révolution. En fait, je crois que nous entrons dans une phase de moindre conscience que jamais auparavant, à cause de la quantité d'informations qui pourraient être fausses ou vraies, ou les deux que nous consommons en tant qu'espèce. Notre capacité à traiter autant d'informations est limitée, et je crois que les gens comprennent en ce moment moins que jamais auparavant. Par exemple, vous parliez plutôt des libertariens de droite. Ils utilisent le concept de liberté comme ils le souhaitent, en disant que la liberté est la liberté du marché, donc nous devrions détruire l'État pour être libres. Que se passerait-il si nous jouions un jour à ce monopole? Eh bien, vous savez ce qui se passera. Celui qui a plus d'argent gagnera. C'est donc le pire type de tyrannie. C'est le problème. Les concepts et le sens des choses dans la phase post-vérité, et le fait que le président du pays le plus puissant du monde diffuse chaque mensonge ou exagération à tout le monde. Le sens des choses se perd, et notre capacité à avoir une discussion cohérente est très compromise. Donc je crois que surtout la jeune génération a ce travail contre nous très difficile. D'accord. Quelle est votre recommandation pour les personnes qui écoutent et qui aimeraient entreprendre un voyage similaire, qui voudraient faire des choses comme écrire un livre ou créer un documentaire et ne pas être simplement des consommateurs passifs chaque jour? Je dirais que parce que, et c'est naturel, beaucoup de gens, par exemple, me demandent comment j'ai atteint Noam, comment ai-je atteint Pépé, comment tout a été possible. Je crois que tout est impossible jusqu'à ce que quelqu'un aille frapper à la porte suffisamment de fois. Alors, restez à l'écoute. En sortant des discussions politiques ou de tout le reste, en allant plus vers une conversation philosophique, je crois qu'il est très important pour nous de nous écouter à nouveau afin de retrouver confiance en nos propres désirs, en nos propres rêves. Et ainsi, vous pouvez avoir la force d'aller vous battre pour eux aussi longtemps que nécessaire. Comme je l'ai dit, j'ai commencé le documentaire en 2016 et nous y sommes déjà, vous savez? Donc je crois qu'il s'agit de faire confiance, de commencer à écouter votre instinct, de lui faire confiance, et définitivement de la détermination et de la persévérance. Essayez d'utiliser votre énergie pour quelque chose de bon et d'humaniste, pas quelque chose de destructeur. Je veux dire, je suis vraiment désolé pour les gens qui croient qu'on peut utiliser la guerre pour faire le bien, n'est-ce pas? Et puis les gens s'engagent dans l'armée. C'est comme ne croyez pas en celle-là, mais en la bonne. Alors, pour les gens qui veulent vous suivre, où devraient-ils aller? Écrivez-vous des mises à jour de temps en temps quelque part? Eh bien non, en fait, je n'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux, seulement Instagram. Mon compte est @solalvidrez. Eh bien, ce sera très différent pour moi. Je le trouverai et je le mettrai dans la description.
Great. And I also have Super. Twitter account that I also Et j'ai aussi un compte Facebook et un compte Twitter que je n'utilise jamais. Mais depuis qu'Elon Musk a fait ce salut nazi, je n'ai jamais utilisé Twitter. salute. Since then, I have never used Twitter. Yeah, that's one of the things. Oui, I mean, he has c'est l'une des choses. Je veux dire, il a beaucoup de mauvaises choses, mais je pense pas qu'il ait voulu dire celle-là. C'est facile de mal interpréter quelqu'un avec ce genre de salut. Mais je veux dire, il a beaucoup d'autres choses avec lesquelles je suis content. Quoi qu'il en soit. I'm happy with. Anyhow, Yeah, if that's Si c'était la seule expression. D'accord. you know, if you take a picture of somebody like this, Vous savez, si vous prenez une photo de quelqu'un comme ça et que la personne fait un signe de la main, cela ressemble très facilement à ça. Quoi qu'il en soit, Saoul, je voudrais te remercier pour ton temps et pour tes informations aujourd'hui. Et tout le monde, consultez le livre de Saoul Alvidrez. Il existe dans de nombreuses langues et il vaut vraiment la peine d'être lu. Merci pour ton temps aujourd'hui, Saoul. thank you for your time today, Saul. Merci beaucoup.